bienvenue à cette quatrième et dernière table ronde de ce marathon d'informations qu'on vous propose avec la communauté des offres de solutions du Grand Est. Sur cette quatrième table ronde, on va aborder les ressources naturelles qui sont limitées. On l'a vu un petit peu dans la première table ronde sur la décarbonation, les pénuries. Là, c'est plutôt de comment on repense l'offre client, les fabrications et les usages. Alors pour cette table ronde, j'ai autour de moi donc Delphine Cabalion d'Initiative Durable qui va nous dire un peu de quoi il s'agit et notamment le club EFC Grand Est. Étienne Barrier d'ailleurs qui fait partie du club, je crois bien, qui est spécialisé dans la collecte, l'exploitation des grandeurs physiques dans l'industrie, et en tout cas sur la machine, et qu'on a l'habitude, qui fait partie presque des historiques de la communauté des offres de solutions également. Enfin, comme moi. Delphine Godet, ma collègue d'Électricité de Strasbourg, enfin DS Énergie, qui va nous parler d'un cas d'usage complètement dans la thématique, comment on a repensé une de nos offres clients et monté une offre de toutes pièces d'ailleurs, il y a un accompagnement. Et puis Nicolas Declerc qui a un parcours qui aujourd'hui est sur le marketing industriel et comment justement, on en a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes, énormément de data. Mais les data en tant que telles, elles ne sont pas très intelligentes. Donc comment on les rend intelligentes et comment on les croise avec d'autres data pour les rendre encore plus intelligentes en quelques mots. Voilà. Donc on va revenir là-dessus. Et comme pour toutes nos tables rondes, on a une introduction. Donc Delphine, je te laisse présenter déjà le sujet. En quelques mots, peut-être initiative durable, effectivement. Merci Bernard, merci pour l'accueil sur la table ronde ce soir. Alors effectivement, je suis Delphine Cabalion. Je travaille chez Initiative Durable. Je vais vous parler rapidement de la structure qui m'emploie, mais je vais surtout vous parler d'EFC, donc d'économie de la fonctionnalité de la coopération, pour illustrer le sujet de la table ronde de ce soir. Alors moi, j'anime le club EFC Grand Est, dont je vous parlerai à la fin de l'introduction, mais je vais surtout vous parler d'EFC, mais en préambule, je vais un petit peu vous parler donc, de la structure associative qui est Initiative Durable. Alors qu'est-ce qu'une Initiative Durable ? Eh bien, c'est une structure en fait, qui est domiciliée sur Schiltigheim, qui fédère un réseau d'acteurs qui sont engagés dans l'économie responsable, donc qui fait la promotion du développement durable, en particulier de la RSE. On existe maintenant depuis 15 ans. Certains d'entre nous nous connaissent sous notre ancien nom ID Alsace, puisqu'on a changé il y a 2 ou 3 ans maintenant. On fédère environ 160 membres, avec une trentaine de membres qui ont adhéré au réseau pas moins de l'année dernière. Les membres qui sont engagés, donc c'est essentiellement des entreprises, mais on trouve également des collectivités, s'engagent pour être sensibilisés, parce que même sont déjà sensibilisés à des bonnes pratiques durables, donc sociétales, sociales, environnementales. Aujourd'hui, on a une équipe qui grandit avec 17 collaborateurs et on va trouver plusieurs métiers chez Initiative Durable autour de l'écologie industrielle et territoriale, par exemple. On a également un pôle RSE, un pôle EFC qui grandit, ainsi qu'un pôle communication événementielle qui va vraiment s'occuper plus particulièrement de fédérer les membres de notre réseau, de les sensibiliser donc via des retours d'expérience, des témoignages d'acteurs qui s'engagent également dans l'économie plus responsable. Et parmi ces différents métiers, vous allez retrouver l'EFC, qui est donc une compétence métier qui a été développée maintenant il y a 5 ans chez Initiative Durable, d'abord de manière plutôt informelle et aujourd'hui qui se structure grâce à la création du club EFC. On peut peut-être passer les slides aussi, Bernard, s'il te plaît. Et là, vous avez juste à l'écran, en fait, au-delà des compétences métiers, les actions qu'on peut opérer chez Initiative Durable, puisqu'on a plusieurs familles d'actions. Donc, j'ai déjà parlé de la RSE, plus généralement de la promotion de l'économie responsable, mais on va également stimuler le réseau des acteurs que nous fédérons. Et il y a également de l'animation de clubs territoriaux avec le club EFC plus particulièrement, mais également le club clé qui va fédérer les acteurs du port autonome de Strasbourg autour de synergie et donc sur la question de l'écologie industrielle et territoriale. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler un petit peu d'EFC en introduction et donc ce soir, je ne vais pas vous refaire le topo sur le développement durable, je pense que tout le monde connaît dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Alors l'EFC, c'est une réponse au pilier économie du développement durable, donc ça s'inscrit vraiment dans le cadre de l'économie circulaire. Donc sur ce pilier économie, l'EFC est donc une réponse qui peut être proposée aux dirigeants d'entreprise. L'EFC va permettre aux dirigeants d'entreprise de repenser leur modèle économique de manière plus vertueuse en venant justement
toucher les différents piliers du développement durable. Donc c'est vraiment de cette manière-là que j'ai envie de définir, mais très globalement, l'EFC. Alors il faut savoir que l'EFC, c'est avant tout un référentiel, une sorte de guide ouvert qui va s'adresser aux chefs d'entreprise. Donc ce n'est pas une solution clé en main, ni une solution qui va vraiment répondre à tous vos problèmes. On parle plutôt d'une démarche ou d'une trajectoire EFC en général. Donc une démarche qui va permettre aux chefs d'entreprise de re-questionner très globalement, avec une nouvelle perspective, son modèle économique, toujours de cette manière vertueuse, au regard des piliers du développement durable. Et donc moi, je vais vous parler en quelques minutes de 3 concepts clés de l'EFC, parce que l'EFC, ça peut paraître simple quand on le décrit en une phrase, mais c'est assez complexe, puisque ça mobilise pas mal de concepts, pas mal de... ça vient mobiliser justement tout un tas de concepts, mais j'ai choisi de vous en parler de 3 ce soir. Alors le premier, on l'a vu je crois dans toutes les autres conférences, c'était la raison d'être. Il faut savoir que, comme vous le voyez sur la slide à l'écran, très souvent le chef d'entreprise, il va d'abord s'interroger sur pourquoi j'ai besoin de changer mon modèle économique, pourquoi j'ai plus envie de faire comme avant. Il est souvent en quête de sens, justement, de pourquoi je fais cette activité. Et très souvent, il va se poser ce type de questions en raison de différentes difficultés, d'impasses qu'il va rencontrer. Donc vous avez quelques exemples, la liste n'est pas exhaustive sur la slide. Ça peut être des questionnements sur pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire toujours plus de volume et de réduire mes prix. Je peux avoir de la pression sur la chaîne de valeur, le travail s'intensifie, donc des intérêts qui divergent entre les différentes parties prenantes. Autant d'impasses qui peuvent poser questions et qui peuvent amener à un moment donné à se dire stop, là je vais prendre du recul. L'EFC peut être une réponse justement pour re-questionner ce modèle. Et juste Bernard, si tu peux passer la slide. Et c'est vrai que toutes ces questions, elles sont assez antinomiques avec le développement durable, parce que l'EFC va venir réinterroger le modèle, mais pourquoi? Pour le pérenniser justement, parce qu'on va avoir envie de voir plus loin, d'avoir une longueur d'avance également sur sa concurrence. Et donc l'EFC potentiellement va permettre aux chefs d'entreprise, donc en le re-questionnant d'une manière générale, de le rendre plus vertueux. Donc il va peut-être avoir envie, là vous avez quelques atouts que prône l'EFC, je vais interroger ma raison d'être, je vais y arriver, j'ai envie de valoriser les compétences en interne, j'ai envie d'un nouveau modèle économique, mais pourquoi? Peut-être parce que j'ai envie d'être disruptif, d'explorer de nouvelles pistes. Je suis sensible à la RSE, et d'ailleurs peut-être que j'ai déjà un projet RSE qui est en place, mais maintenant j'ai envie d'aller plus loin et de re-questionner mon modèle économique. Autant d'atouts que prône l'EFC, qui peuvent venir vraiment soutenir le chef d'entreprise. Alors on va parler un petit peu donc des 3 concepts que j'ai choisi de vous présenter succinctement, puisqu'il s'agit juste d'une introduction. Mais c'est vrai qu'avec l'EFC, tout va commencer par cette notion de raison d'être, finalement. Pourquoi je fais cette activité? Quelle est ma contribution au niveau de la société, au travers des biens et ou des services que je vends? Donc, à quelle grande fonction de la vie je réponds? C'est vrai qu'en EFC, on va souvent parler de sphères fonctionnelles. Donc, ça peut être la santé, ça peut être la mobilité, ça peut être tout un tas de sujets qui viennent vraiment re-questionner le pourquoi je fais ça et donc le sens finalement de l'activité de l'entreprise. On va, avec l'EFC, interroger le chef d'entreprise, du coup, au sens, et donc qui amène finalement aux effets, à questionner en fait les effets qui sont générés par son activité. Et ces effets, on va les qualifier de 2 manières en EFC, puisqu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a des effets qui sont intentionnels, donc qui ont déjà été recherchés, pensés par le chef d'entreprise, mais il y a également toute une série d'effets qui sont non intentionnels et qu'on va chercher à creuser, à re-questionner avec l'EFC. Et on va chercher, derrière ces effets non intentionnels, à identifier les impacts positifs comme négatifs que peut générer l'activité d'une entreprise. Une fois qu'on a réussi à les identifier, tous ces effets, qui sont qualifiés du coup d'externalités négatives ou positives en EFC, on va essayer de corriger ces effets négatifs, mais surtout de mettre l'accent et de développer la valeur que génèrent les effets positifs qu'on a pu identifier. Et donc, on va décaler son regard sur ces effets positifs pour se concentrer sur leur utilité et donc pour faire grandir son offre. La valeur, elle existe dans l'usage qui est fait d'un bien ou d'un service, et quand cette valeur est développée, on va parler de performance d'usage. Donc on est vraiment attentif à cette première notion sur la raison d'être qui amène à la performance d'usage en EFC. La deuxième notion qui est intéressante et qui va proposer un décalage, c'est le faire avec les autres. Donc c'est la coopération. La coopération, c'est important parce que l'entreprise, elle va co-créer son service avec des bénéficiaires,
d'une manière générale les clients, mais il y a également toute une série d'autres parties prenantes qui viennent, qui participent finalement à la co-construction de l'offre d'une entreprise. Donc ça peut être un fournisseur, ça peut être un concurrent même, ça peut être une collectivité. Voilà, cette liste n'est pas non plus exhaustive. Donc le service sera le résultat d'une coopération et on essaye en fait avec l'UFC de sortir de la relation classique client-fournisseur, donc donneur d'ordre fournisseur, car ce qu'on va essayer de faire, c'est une fois qu'on a identifié toutes ces parties prenantes, on va essayer de les engager autour de la création d'une performance d'usage. Donc la coopération, c'est vraiment une notion clé et fondamentale, d'ailleurs qu'on retrouve dans le C de FC. Et en fait, elle va devenir une nécessité pour l'entreprise parce qu'on va percevoir que l'entreprise, elle ne peut pas remplir sa promesse de l'offre toute seule. Voilà, ça a été dit également tout l'après-midi sur les autres tables rondes. C'est donc avec des partenaires, avec des compétences complémentaires qu'on va pouvoir augmenter la création de sa valeur et donc mieux répondre aux différents enjeux sur l'utilité de son offre. Donc pour fonctionner, et là on va arriver au troisième concept clé de l'EFC, c'est un autre élément qui est vraiment important au niveau de la création de la valeur, c'est la mobilisation et le développement des ressources, donc les ressources dans le travail. On a essayé de les séparer en EFC, mais la première, et qui est vraiment au cœur finalement du requestionnement de l'entreprise et qui va vraiment aider à soutenir l'EFC, c'est vraiment les ressources immatérielles. Alors qu'est-ce qu'on entend par ressources immatérielles ? Eh bien, c'est des ressources qui sont de toute façon propres à l'entreprise et aux acteurs de son système. On va parler des ressources managériales, mais aussi organisationnelles, tout ce qu'on associe également au savoir ou à la compétence. Donc en EFC, on va chercher à les identifier et voir de quelle manière on peut les soutenir. Donc parfois, ça emmène également sur de la conduite du changement. Enfin voilà, on va re-questionner toutes ces questions-là. La deuxième ressource qui va être questionnée, c'est la ressource santé au travail, puisqu'elle va englober différentes notions que vous voyez à l'écran, qui sont les questions de sens. Pourquoi je fais ce travail ? Quelle est l'utilité de mon job dans cette entreprise ? Elle va également englober les notions de cohérence du coup, et de reconnaissance au travail. Alors, vraiment, les ressources immatérielles, c'est une notion clé en EFC. En général, on va essayer de les développer au maximum et on va essayer également de limiter à contrario, l'utilisation de ces ressources matérielles. Alors, non pas qu'il faille les éliminer. Par contre, on va se questionner au niveau de ces ressources matérielles d'une autre manière, c'est-à-dire on va essayer de rentrer dans une logique de sobriété, parce que finalement, on utilise toujours, en général, des ressources matérielles en entreprise. On va voir de quelle manière on peut peut-être les mutualiser. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à les utiliser, mais de manière éco-conçue ? Est-ce qu'on ne passe pas plutôt sur un service qu'on va louer plutôt que sur de la vente, etc. Et toutes ces ressources, elles vont permettre de concevoir et mettre en œuvre un service pertinent pour tous. D'une manière plus générale, quand on va parler des ressources en EFC, on va parler de ces fameuses ressources immatérielles. Donc, comment est-ce que je peux rendre mon offre de service plus cohérente, plus pertinente ? Comment est-ce que je favorise la santé de mes collaborateurs, voire de mes autres parties prenantes au travail ? Et c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer d'axer la réflexion et de la soutenir. Peut-être en conclusion sur l'EFC, parce que je n'ai que quelques minutes, mais l'EFC, ça permet aux chefs d'entreprise de regarder son modèle économique plus globalement, le monde différemment, ses clients, son business, de quelle manière j'organise également mon travail en interne et en externe, comment je l'organise avec mes collaborateurs. Et donc, ça permet avant tout de penser différemment, de prendre du recul. On dit souvent, on met des lunettes. Voilà, ça permet d'avoir une focale différente sur son action. Et pourquoi ? Pour transformer durablement son modèle économique. Alors aujourd'hui, il y a également un club qui existe, qui s'appelle le club EFC Grand Est, voilà, qui a maintenant, qui est sur 5e année. Il a été créé, donc c'est une compétence métier par initiative durable. Vous avez les différents acteurs institutionnels qui nous soutiennent à l'écran, notamment l'ADEME et la région Grand Est, dans le cadre du programme Climaction dont Maryse Demicy avait également parlé tout à l'heure. On est également soutenu par la DREAL, la CCI et plus récemment par l'Eurométropole de Strasbourg. Notre objectif avec le club, c'est de sensibiliser des chefs d'entreprise, donc d'une manière générale, à ce qu'est l'EFC, comme je le fais finalement ce soir sur cette table ronde, mais on est également en capacité de s'adapter sur toute forme de commande finalement pour venir vous parler d'EFC. Et notre objectif, c'est de grandir à l'échelle du territoire Grand Est, donc vraiment dans la grande région, donc pour vous sensibiliser. Il faut savoir également que ce club fédère actuellement 9 chefs d'entreprise, dont Étienne Barillet fait partie, et je pense qu'il vous dira quelques mots sur sa trajectoire EFC, du pourquoi il s'est engagé dans cette démarche il y a quelques années.
Et donc, dernière action, qui est peut-être que je prends encore quelques secondes pour en parler, mais les retours d'expérience sont également quelque chose de très important. C'est vraiment également au cœur des concepts de l'EFC. Tout ce qui est processus de réflexivité, finalement, c'est vraiment regarder comment ça se passe ailleurs, venir se nourrir des retours d'expérience, des témoignages de d'autres chefs d'entreprise, eux-mêmes engagés parfois depuis plus longtemps que les adhérents actuels du club. Donc, on va essayer de venir soutenir ce type d'action pour venir nourrir et donc aider finalement au développement des trajectoires EFC de nos adhérents. Donc je disais, on en a 9 actuellement. C'est plutôt des entreprises TPE-PME, donc tout implantées dans la région Grand Est. Et enfin, on va leur proposer, donc toujours dans le cadre de la mission du club, de les soutenir individuellement, donc par des sessions de coaching avec le laboratoire d'intervention et de recherche Athémis, qui est basé en région parisienne, qui fédère en fait des intervenants chercheurs en économie, en ergonomie du travail, en psychologie, de manière en fait à toujours, je crois que je l'ai dit beaucoup ce soir, mais à soutenir durablement les trajectoires EFC des adhérents engagés. Donc voilà pour l'EFC, pour le club. Je crois que j'en ai déjà dit un petit peu trop par rapport à l'introduction, donc je passe la main à Bernard ou à Étienne. Non, mais c'est très bien, parce que je pense que je connaissais pas bien le club EFC, enfin l'approche. Et la table ronde, je pense que les personnes qui sont là, elles sont les bonnes personnes là pour. On aura de belles illustrations, je pense, par rapport à ça. Justement, Étienne, on te tend le micro. Donc, elle a déjà posé la question. C'est quoi ta trajectoire pour arriver là-dedans? Ouais, alors, quelle trajectoire avec Calliope, effectivement. Alors, moi, je n'ai pas commencé le FC avec Calliope, j'ai commencé avec une entreprise que j'avais auparavant. Entreprise que j'ai été amené à fermer et j'ai vraiment voulu recommencer avec Calliope sur ces bases d'économie, de la fonctionnalité, de la coopération pour une bonne et simple raison, c'est que je ne voulais pas continuer à courir systématiquement après le volume. On se rend compte que dans les modèles classiques, on est sur des affaires, moi j'étais dans l'électricité industrielle, sur des affaires où il faut toujours plus de volume, vendre des heures toujours moins chères, où fondamentalement, on a l'impression que quand on a gagné une affaire, c'est qu'on a oublié de chiffrer un truc. Et on se dit quelque part, mince, maintenant il va vraiment falloir qu'on se batte pour éviter de perdre de l'argent. Et on se retrouve en fait dans une espèce de spirale négative d'hyper-banalisation de notre offre, et on l'auto-banalise également. Le fait de repartir, de gommer le modèle économique basé sur le volume et sur le toujours plus de volume pour partir sur les bases de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, ça me permet, et c'est ce que j'ai fait avec Calliope maintenant depuis 4 ans, ça me permet d'éviter de trop courir après ce volume. Faut rester très très modeste là-dessus. Il n'y a pas de baguette magique, Delphine l'a dit, ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement dans un cheminement. Donc s'il y avait une solution avec un bouquin qui était écrit et qui te dit le modèle EFC qui est adapté à ton activité, c'est ça, ça se saurait. Et en fait, il n'y a pas. Et donc on essaye, et nous ce qu'on fait chez Calliope, c'est qu'on essaye de mettre en place, d'abord la première réflexion qu'on a eue, c'est de se dire finalement où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on apporte quelque chose au client. C'est même pas où est-ce qu'on gagne de l'argent. Où est-ce qu'on apporte quelque chose au client? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire sans nous? Et après, de regarder, est-ce que j'ai réellement une facturation qui est en face de cet apport? Et alors, bien souvent, on tombe de notre chaise, mais la réponse est non. Typiquement, si je reprends mon ancien métier dans l'électricité industrielle, toute la partie étude, amont, définition exacte des produits, quel accessoire faut mettre en place, etc. Rien. En plus, on était assez couillon pour pouvoir le mettre ligne à ligne dans le devis. Je te mets toutes les références de chez Schneider, etc. Comme ça, mon client n'avait plus qu'à aller voir le grossiste du coin, à acheter exactement les mêmes produits que nous avions estimés. Et puis, il les achetait à peu près au même prix que nous. Et donc, comme ça, on était vraiment les dindons de la farce. Des fois, il nous restait en fait plus qu'à câbler quel truc à peu près où tu es sûr que là, tu t'es évidemment planté sur le temps de câblage. En tout cas, c'est la chose que tu maîtrises le moins. Et donc, être capable à un moment de faire ce pas de côté, de se dire où est-ce que j'ai une vraie valeur ajoutée. Ok, ma valeur ajoutée, c'est par exemple, et c'est toujours le cas avec Calliope, c'est de concevoir le système, c'est de trouver le système
le plus pertinent pour que ce que veut le client fonctionne. Bon, et bien ça a un coût et ça, c'est facturé dès le début. Ou si on ne sort pas une ligne, dans tous les cas, on ne va pas en donner le résultat gratuitement dès le début. Et en fait, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. C'était la première réflexion. La deuxième réflexion, ça a été de se dire comment est-ce que je peux mettre du serviciel qui va être intéressant, parce que le sujet, c'est aussi de se dire, ben oui, mais s'il y a moins de ressources, s'il y a moins de ressources matérielles à vendre, il faut bien que j'ai trouvé de la valeur ajoutée dans le serviciel. Et donc, comment est-ce que j'arrive à rentrer du serviciel dans mon activité? Alors, moi, là, il y a eu pas mal de tâtonnements, parce que nous, ce qu'on fait chez Calliope, c'est qu'on met en place des systèmes de collecte d'infos, notamment utilisés dans l'efficacité énergétique. Et donc, le truc logique, c'est de se dire, on va faire du conseil associé qui est dans l'efficacité énergétique. Ouais, enfin, sauf que c'est un vrai métier. Il y a des mecs, en fait, ils ont fait des vraies études et ils ont des vraies expériences là-dessus. Et en fait, ils sont vraiment meilleurs que nous, quoi. Et donc, on ne s'improvise pas, en fait, dans la partie servicielle. Donc ça a été du tâtonnement, de la recherche, et on continue de tâtonner, de le rechercher, en fonction aussi de ce que nous demandent les clients. Là, dernièrement, on voit des industriels qui arrivent et qui nous disent, moi, je veux mettre de la donnée dans mes machines. Ça, ok, nous, on sait faire. Enfin, on sait collecter la donnée des machines. Alors, d'habitude, on le fait pour l'utilisateur. Là, c'est pour le fabricant. Et on lui dit, ouais, mais attends, ton client va aussi avoir besoin de ces données-là. Il va aussi pouvoir les utiliser. Il y a peut-être un accompagnement à faire. Et là, pour le coup, on est beaucoup plus légitime sur monsieur le fabricant de machines. Comment est-ce que toi, tu vas pouvoir valoriser le fait d'avoir les données? Comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement accompagner ta force de vente qui va passer d'une vente d'un truc mécanique, on va dire ça comme ça, une machine, un truc mécanique, à une vente d'un truc mécanique augmenté. Et intellectuellement, pour une force de vente, c'est pas si simple. Et donc, on complète, on tâtonne, on fait le principe de base du lean. Si tu recules pas, tu essayes, tu as une chance d'avancer. Et puis on n'oublie pas, surtout, les bases de l'EFC pour éviter de retomber dans cette course au volume qui est mortifère. C'est dans ce cadre-là que tu es dans la communauté des offreurs, c'est juste pour rencontrer potentiellement des offreurs complémentaires. Ouais. Effectivement, alors l'esprit de la communauté des offreurs, d'être avec d'autres personnes, rentre complètement dans l'esprit de l'EFC. Et j'en discutais avec d'autres membres de la communauté, ceux qui étaient complètement éloignés de cet esprit-là, d'ailleurs, qui venaient pour faire du business très vite, sont partis. Et oui, et ça fonctionne. Et cette partie coopération, elle est très intéressante. Nous, on l'a mise en œuvre moi, j'ai deux grands domaines où elle est mise en œuvre. Le premier, historiquement, c'était avec un bureau d'études énergétiques qui, lui, pour le coup, n'est pas dans la communauté des offreurs, mais que j'ai expédié très vite parce qu'on ne parlait pas avec les mêmes bases dans un programme EFC, dans un accompagnement EFC. Et avec deux autres offreurs des membres de la communauté, on a créé alors un machin, on l'appelle un collectif, parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. Un GUE non officiel. Voilà, un GUE non officiel. Collectif, ça fait très groupe de rock alternatif, tu sais, j'aime bien. Donc, on a créé une espèce de collectif de 3 entreprises qui se complètent et sur lesquelles on n'a même pas de position d'apporteur d'affaires l'un envers l'autre, mais où on est vraiment sur une coopération pour aller chasser ensemble et où on arrive bien à déterminer quel est le business, le core business de chacun, où est-ce que chacun a de la VA. Et comment est-ce qu'on fait pour que celui qui a de la vraie valeur ajoutée arrive à l'exprimer, arrive à gagner de l'argent dessus, tout en faisant en sorte que je ne sois pas le dindon de la farce, qui va juste lui ramener des affaires et qui ne va rien voir passer. Donc comment est-ce que moi, en plus, je fais pour générer de la valeur ajoutée sans lui piquer dans sa gamelle? Ça peut paraître évident, c'est dans la vraie vie loin d'être évident, en fait. Ok, du coup, je vais passer la parole à Delphine. Là, voilà, on est ressources naturelles limitées, repenser l'offre client. À l'ES, il y a un bel exemple que tu vas peut-être nous présenter sur la collecte des déchets, les biodéchets, le biogaz. Comment c'est venu cette idée-là? Oui, alors chez ES, on propose à nos clients des contrats d'électricité et de gaz. Et depuis quelques années déjà, des contrats d'énergie renouvelable. Donc, qui permettent de soutenir le développement des énergies renouvelables. Donc, aussi bien pour un contrat d'électricité, ça peut
paraître assez évident de soutenir le développement du photovoltaïque ou de l'hydraulique. Voilà. Mais quand on parle de gaz vert, on ne sait pas forcément de quoi on parle derrière. Maintenant, un petit peu plus depuis la guerre en Ukraine, le gaz vert derrière, c'est du biométhane. Du biométhane, c'est produit à partir d'un processus de méthanisation où on va collecter des biodéchets qui vont être méthanisés pour être transformés en biogaz, en biométhane qui est réinjecté directement dans le réseau de gaz naturel. Et également, il y a ce gaz qui est produit, mais également de l'engrais qui va être épandu sur les terres environnantes du site de méthanisation. Donc on est vraiment sur un système de production très vertueux. Et donc quand on a voulu proposer une offre de biogaz à nos clients, on s'est dit justement comment donner sens à cette offre. C'est clairement, Delphine en a beaucoup parlé de cette question de sens, et c'est quelque chose que nous, on observe fortement auprès de nos clients, et d'autant plus depuis la crise Covid, mais également auprès des salariés. Vendre une offre d'énergie verte, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie derrière ? Du coup, on a voulu avoir une offre où notre client et notre salarié étaient acteurs de cette offre. Et ça, c'est possible parce que la création de biogaz, en premier lieu, c'est grâce à la collecte de biodéchets. Donc aujourd'hui, avec cette offre, on a créé un véritable cercle vertueux avec une coopération avec différents acteurs locaux. Donc le terme coopération a fait écho également tout à l'heure par rapport à la présentation de Delphine. Donc on a, pour cette économie circulaire locale, une collaboration avec une start-up locale qui s'appelle Green Phoenix, qui collecte les biodéchets auprès des professionnels et des particuliers sur le territoire de l'Eurométropole. On a le partenariat avec notre méthaniseur, notre Lignonel d'environnement, qui transforme ces biodéchets qu'il récupère en partie de Green Phoenix, mais également des industriels sur le territoire et également des collectivités. Et ensuite, ES qui va du coup pouvoir proposer ce biogaz à ses clients pour leur contrat d'énergie et notamment de gaz naturel. Donc on a réussi à avoir une offre porteuse de sens où les salariés et les clients sont acteurs, où on crée une communauté, on permet à nos clients et à nos salariés de visiter le site de méthanisation pour qu'ils comprennent concrètement comment se fait cette transformation. On leur propose évidemment de collecter eux-mêmes, de trier leurs propres déchets. Nos salariés ont maintenant dans les salles de pause la poubelle spéciale biodéchets, et ils savent que le biogaz qu'ils proposent à nos clients, quelque part, ils ont pu contribuer à cette production. Et également, nos clients, on leur offre, en l'occurrence, une carte d'abonnement auprès de la start-up Green Phoenix pour qu'ils puissent facilement aller déposer leurs biodéchets près de chez eux, sur les marchés en l'occurrence. Et voilà, avoir une belle illustration de comment ils peuvent, à leur échelle, agir. Et oui, c'est une offre qui est vraiment porteuse de sens. Et justement, pour porter du sens, lors du dernier Hacking Industry Camp, le projet était justement de challenger une application pour permettre aux gens un peu de suivre justement presque les déchets qu'eux collectent, pour voir qu'est-ce qu'ils deviennent et comment ils sont produits. Oui, et où ils vont. Porteuse de sens, et aussi une offre qu'on veut dans la durabilité, éviter l'effet zapping et permettre dans la création de cette communauté, et que les clients deviennent également ambassadeurs, leur permettre de suivre plus facilement, grâce à tous les seaux de biodéchets que j'ai apportés, combien j'ai contribué à produire de biogaz, qu'est-ce que ça représente, et
et inciter mes voisins, mes amis à faire de même et à participer à cette production collective et locale de biogaz. On l'a vu, effectivement, le challenge, il peut être territorial, notamment. Oui, tout à fait. Delphine, juste, l'autre Delphine, peut-être une réaction par rapport à l'exemple que, bon, tu le connais, je pense. J'ai surtout pris des notes pour le mot de la fin, mais je retiens que autant Étienne que Delphine parlent de sens et de coopération, et j'aimais bien l'idée d'Étienne du groupe de rock alternatif pour chasser ensemble, pour illustrer la coopération quand Delphine parlait d'interagir avec les acteurs locaux, le partenariat avec l'Inphénix et Lingenheld. Et je trouve que oui, ça peut que donner sens tant pour les collaborateurs que pour les clients finalement au niveau de ce que va proposer l'entreprise. Donc pour moi, je trouve ça hyper pertinent. Alors Nicolas, du coup, on l'a vu, ces notions de coopération, encore faut-il connaître quels sont les partenaires et comment on capitalise finalement sur cette connaissance client. On l'a vu avant sur les IoT dans les tables rondes d'avant. Comment on capitalise là-dessus. Et vous avez justement réorienté un peu le marketing industriel justement pour optimiser toutes ces datas. Oui, parce que moi, ce que j'entends beaucoup dans les 3 exemples, dans les 3 prises de parole, c'est le changement de modèle économique. Alors qui part d'une quête de sens, qui part de problématiques qui vont être liées à des changements technologiques. Dans une révolution industrielle, on a des changements technologiques qui, au point de départ, ont été plutôt en mode, comme tu disais Étienne, en mode on vient économiser, être plus efficient sur l'outil de production. Puis finalement, toutes ces données qui ressortaient sont devenues des éléments qu'on pouvait packager en service. Donc là, on a commencé à penser à bénéfice client, bénéfice d'utilisateur, transfert de cette nouvelle valeur. Le point de la valeur, en fait, tous les 3, vous en parlez, et il devient fondamental. Donc si on rentre dans une économie de la connaissance, de l'expertise, de ce que tu veux chiffrer en plus parce que tu amènes de la valeur à ton client, demain à ton partenaire dans un écosystème, finalement, ça vient forcément questionner le modèle économique. C'est pas évident de partir d'un point de départ en se disant « je veux changer mon modèle économique ». C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui font qu'on est obligé de muter à un moment. Et puis il y a aussi un momentum qui existe parce qu'il faut qu'il y ait l'acceptation côté client aussi de cette partie-là. L'exemple que tu cites, il est très intéressant. Nous, on le rencontre très souvent dans notre métier qui est vraiment de transférer la valeur interne vers l'externe, d'avoir cette compréhension-là, cette compréhension de la demande, la maturité de la demande pour accepter ce nouveau modèle économique très serviciel, très sur l'usage. Et donc ça, par exemple, il y a 5 ou 6 ans, c'était impossible. On ne pouvait pas faire chiffrer une préétude. Aujourd'hui, on peut le faire parce que les concurrents le font, parce qu'ils ont compris que ça avait de la valeur, parce qu'ils ont compris que ce n'était pas uniquement le produit qu'on vendait qui avait de la valeur, mais aussi toute la connaissance, toute l'expertise qu'on pouvait transférer. Et là, si je fais un petit rappel historique, ça part carrément de la crise de 2008. C'est-à-dire que pendant la crise de 2008, il y a eu des ressources qui ont été perdues côté client et qui ont fait qu'ils ont transféré cette valeur, ils ont voulu que ce soit les fournisseurs qui le prennent en compte. Donc en fait, ça remonte à très très loin. Et du coup, les phénomènes sociaux, économico, technico, tous ces trucs, tous ces phénomènes viennent s'entremêler. Et quand en plus vous ajoutez tout ce volume de données digitalisées dans la relation client, digitalisées en interne, finalement, cette logique d'écosystème, pour moi, elle s'impose sur les décennies qui viennent. Et je voudrais vous donner un exemple, parce que nous, on travaille avec une société qui est complètement mûre sur ces logiques d'écosystème et qui l'impose même à ses clients. Et pour tout vous dire, elle l'impose même à Airbus. Donc c'est pour vous dire à quel point elle se sent, je dirais, suffisamment puissante pour le faire. Et finalement, ces modèles que moi je classerais dans la 3e révolution industrielle, qui est très productiviste, où finalement, comme tu disais Étienne, l'usine, elle est là finalement pour produire, et celui qui avait le prix le plus bas était celui qui achetait le plus gros volume. Parce qu'on était dans des économies, on amortissait les machines de cette façon-là. Là maintenant, on demande aux industriels d'avoir des unités flexibles. Donc finalement, les changements de temps de cycle ne deviennent plus un problème. Donc tout ça, ça amène en fait à questionner la question de la valeur, parce que Airbus, c'est celui qui est le plus exigeant sur la qualité, sur les délais, sur les services qu'il faut associer, sur la mobilisation de ressources en interne, sur la mobilisation aussi de ressources naturelles potentiellement, parce que c'est eux qui vont faire tourner un maximum. Donc la question que posait cet industriel, ce président d'une grande société industrielle qui travaille avec Airbus, c'est de se dire, finalement, c'est lui qui me coûte le plus cher et c'est lui qui a le meilleur prix. Donc en fait, il est prêt à questionner ça. Et donc il veut mettre 2 modèles économiques en parallèle et laisser le choix à ses clients ou à ses partenaires de choisir l'un ou l'autre. Parce que les donneurs d'ordre, ils arrivent et ils veulent moins 15% tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà, classique. Et ils disent à Airbus, écoutez, vous voulez moins 15%, on sait le faire, par contre vous avez 0 service à côté.
Vous n'avez rien, vous n'avez pas le niveau de proposition de valeur qu'on peut vous amener. Par contre, vous rentrez dans un modèle où on a une vraie proposition de valeur sur l'expérience client que vous allez vivre avec nous, sur le partage de l'écosystème, sur la montée en puissance des équipes dans le collaboratif, dans cette quête de sens, pour que lui-même soit plus valeureux de son côté client chez lui, en fait. C'est-à-dire que cette logique d'écosystème, elle amène tous les fournisseurs à questionner quelle est la valeur que je peux amener pour que mon client ait encore plus de valeur à apporter lui-même. Donc, en fait, ça déplace le degré de réflexion. On n'est plus en train de satisfaire un client direct, on est en train de satisfaire une filière complète. D'où la logique d'écosystème, finalement, qui se met en place, qui est extrêmement valeureuse. Et donc là, il arrive à maintenir des niveaux de prix qui sont relativement forts, mais parce que justement, ce cascade, tout ce système, en fait, tout cet écosystème, toute la valeur qui est dégagée dans cet écosystème se cascade pour toute la filière. Et donc ça vaut de l'argent. Ça vaut, en tout cas, ça vaut la possibilité d'avoir un nouveau modèle économique qu'il n'aurait pas pu imposer s'il ne crée pas cette valeur. Donc c'est pour ça que la volonté ne suffit pas dans les changements de modèle économique. Et donc, oui, vas-y. Non, bah c'est tout. Non, mais c'est tout. Ce que je veux dire. Non, mais c'est juste pour passer la parole justement à Étienne sur cette organisation augmentée. C'est un peu ce que tu disais avant, et donc c'est ce que tu recherches et ce que enfin les gens qui convergent avec toi sur cette approche trouvent leur compte. C'est ce vers quoi on converge. Il y a un vrai questionnement que tu évoques, Nicolas, et qui est évidemment évoqué par tous les gens qui suivent le parcours EFC. C'est, mon Dieu, mais est-ce que mon client va accepter ou mon prospect va accepter cette offre ? Et là, il y a une réponse qui est assez magique, qui est de dire c'est quoi ton taux de transformation naturel ? Et quand on a un taux de transformation d'offre de 25 à 40%, on est à peu près dans le normal. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus d'un client sur deux qui, de toute façon, aujourd'hui, ne veut pas de ton offre, ne la trouve pas suffisamment bien. Donc la position, c'est de se dire finalement, c'est pas tant un problème de... Alors, c'est un problème pour tes clients historiques si tu es dépendant de tes clients historiques. Hein, ça, c'est une autre affaire. Mais dans tes prospects, fondamentalement, s'il n'en veut pas, tant pis. À partir du moment où tu en as au moins autant ou au moins assez de clients, on va dire, qui te permettent de dégager le même volume de marge, à la limite, c'est même très bien s'il y en a 2 fois moins qu'en veulent, mais que tu dégages le même volume de marge. Tu sors de cette problématique volumique et tu rentres en plus dans un business où tu as plaisir à travailler avec des gens avec qui tu partages des valeurs et qui reconnaissent ton boulot et qui reconnaissent ta valeur ajoutée. Donc on a souvent très peur de cette question du quid du refus. Alors, encore une fois, c'est beaucoup plus simple, et on le voit, on a des retours d'expérience très très nets là-dessus. C'est beaucoup plus simple de le lancer sur une nouvelle activité, sur une partie, avec une équipe de vente dédiée à ça, parce qu'il y a une telle rupture dans le business model que si jamais tu dégages tous tes clients existants, le temps que tu recommences ton nouveau business, tu as le temps d'avoir fermé la boîte. Donc, faut évidemment, faut pas le prendre avec de l'angélisme, mais ça fonctionne. Et finalement, il y a des gens qui ne sont absolument pas sensibles à ça. Mais en fait, ils étaient déjà pas sensibles, pour certains, à ton offre avant. Donc, Alors, je vois Nicolas qui trépigne, il a envie de réagir là. Je pense que c'est intéressant justement qu'on puisse s'interpeller sur ces sujets, parce que pour nourrir le débat, pareil, ce que dit Étienne, ça amène une question qui est fondamentale dans les entreprises et qui a été abordée dans ton 3e pilier. C'est la partie connaissance, compétence. Comment on amène ce changement ? Donc là, c'est ton équipe sales, mais en interne, comment tu amènes cette économie servicielle ? Comment tu traduis cette offre de valeur dans ta propre organisation pour la produire, cette valeur ? Et là, il y a des principes de transformation qui sont quand même énormes. Donc, on va être aussi dans des idées de ressources. Ça veut dire que le mindset même des travailleurs, de l'équipe, des services, de l'organisation de l'entreprise va être touché. Donc, il n'y a pas forcément de réponse. Je pense que le mouvement, il est en marche quand même. Que ça se met 5, 10, 15 ans, ça va se transformer, mais il y a aussi un besoin de former, d'accompagner, de restructurer, d'expliquer, de vraiment amener cette connaissance, être capable de la diffuser à tous les organes de l'entreprise qui vont être porteurs de ça. Parce qu'on est en train de changer un modèle économique, c'est aussi changer toute la relation client. Et c'est là où arrive la data, où arrive la digitalisation, les bons équilibres là-dedans, qu'est-ce qu'on sait automatiser, pas automatiser, avec quel niveau de valeur, où on va être sur l'éthique de l'IA, par exemple, etc. Mais ça amène toutes ces questions-là derrière.
Ok, du coup, pour clore, on est en plein dans l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, dans ce qu'on dit. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est peut-être la question qui peut se poser, c'est concrètement comment est-ce qu'on rend tous les concepts, enfin en tout cas pour ma partie, comment est-ce qu'on rend ça opérationnel et utile au sein de l'entreprise. Mais c'est vrai que ce que dit Nicolas est également intéressant parce qu'il a parlé de réflexion à l'échelle d'un écosystème et c'est vraiment la philosophie de l'EFC, c'est une réflexion avec les différentes parties prenantes. Alors pour rendre les concepts opérationnels au sein de l'entreprise, en EFC en fait, et quand un chef d'entreprise s'engage dans sa trajectoire, il va être soutenu grâce à la réflexivité, qui est un mot un petit peu compliqué, mais voilà, on va tout le temps le questionner, le re-questionner, remettre en question. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'idée qui est derrière tout ça, c'est de révéler tous les écarts entre ce qui est sur le papier, enfin l'offre formelle, ce qu'on a à la base, ce qu'on a imaginé pour le client, mais pas que. Justement, on va le questionner sur tout ce qui est réel. Et donc, on va essayer de constater les différences, les écarts entre les deux. Et souvent, c'est dans le réel, dans ce qui se passe effectivement, concrètement sur le terrain ou ce qui s'est passé sur le terrain, qu'on va pouvoir constater des différences et on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour en tirer des enseignements et donc pour essayer de s'améliorer, de se professionnaliser et donc d'innover. Donc ça, c'est un processus qui est vraiment intéressant avec l'EFC, donc réfléchir, questionner, se remettre en question. Et tout ça, finalement, ça va donner la matière première donc, au chef d'entreprise, mais également à toutes les parties prenantes, donc cet écosystème qui est autour de lui. Pourquoi? Tout simplement pour prendre des décisions, pour ajuster sa stratégie grâce à ces décisions. Et donc, on peut dire que toutes ces questions, ces réflexions, elles vont, quand on met tout ça bout à bout dans une méthode, finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à nourrir sa gouvernance. Et c'est la gouvernance qui orchestre, qui fait système. Et donc, le FC, ça va permettre d'ajuster, de nourrir les réflexions des uns et des autres. Et finalement, ça va permettre de décider des investissements matériels ou immatériels. Donc, voilà peut-être pour conclure ce que j'avais envie de rajouter. Ok, merci. On a un tout petit peu débordé. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? je vois Karim. Non, pas Karim, non? Pas sur ce coup-là. Ah. Je te tends la perche, j'avoue. Comme ça, tu ne pourras pas me couper. J'avais une question pour vous, Delphine. Quelle est votre démarche pour aller vers les... Alors, je ne parle pas des offres de solutions, vous connaissez tous, mais comment est-ce que vous faites pour aller vers les autres? Enfin, moi, je découvre, hein, donc l'approche est très, très intéressante, mais voilà, comment vous procédez en pratique? Alors en pratique, c'est pas encore moi qui ai eu la chance de me tourner vers les autres parce que je suis chez Initiative Durable seulement depuis 1 an. Donc moi-même, je me suis plongée dans le bain de l'EFC depuis moins de 12 mois. Par contre, j'ai mes collaborateurs Simon et Alexandre que vous voyez au dernier rang qui vont, eux, s'occuper d'aller démarcher des chefs d'entreprise qui, en général, sont déjà, qu'on a déjà repérés en fait, dans notre réseau chez Initiative Durable, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 150 membres qui adhèrent. En général, c'est des chefs d'entreprise qui sont déjà soit initiés à la RSE, soit sensibles à ces questions de coopération, de développement durable, etc. Parce qu'ils ont été à des conférences qu'on a pu animer, ils ont été lauréats peut-être d'un trophée RSE, ils ont peut-être été sur le forum 2D, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on a la chance chez Initiative Durable d'avoir finalement déjà un pool d'acteurs, que ce soit des entreprises, mais également des organisations, parce que le FC peut également s'adresser à une collectivité, par exemple. Ce n'est pas réservé qu'aux entreprises. Et donc, on va d'abord se tourner vers notre réseau chez Initiative Durable. C'est aussi la raison pour laquelle Initiative Durable s'est emparée de l'EFC, tout simplement parce qu'il y avait une pertinence de par la variété des compétences métiers chez ID pour rajouter une corde à son arc avec l'EFC. Donc, on a pour l'instant, c'est vrai, je dirais, la chance de pouvoir se tourner vers ce réseau. Et donc, je sais que la plupart des adhérents du club qui ont préalablement suivi du coup, un parcours de formation à l'EFC, qu'on anime chez Initiative Durable, du coup avec Atemis, donc ce laboratoire d'intervention de recherche auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc, en général, on va d'abord se tourner vers eux pour leur dire il existe une formation à l'EFC qu'on anime en 3 jours. Voilà. Alexandre va s'occuper de faire de la démarche finalement pour aller intéresser les chefs d'entreprise avec ça. Donc en se tournant dans un premier temps vers les chefs d'entreprise. Et moi, je vais prendre le relais finalement sur les actions comme aujourd'hui ou sur d'autres où je vais venir parler à un premier niveau de FC. Et c'est vrai qu'ensuite, un chef d'entreprise, il peut soit se tourner vers une formation qu'on va donc animer chez ID ou vers le club en fonction de ce qui va l'intéresser, de l'investissement en temps ou en finance qu'il peut avoir derrière. Donc,
Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a des interventions et des replays qu'on propose avec les adresses, notamment Internet, pour retrouver les différentes informations. Et il y a une question de Jérôme. Juste parce que c'est pas du tout une critique, mais je voyais que 9 membres entre guillemets dans le club de FC. Mais est-ce que vous voyez une dynamique, parce que vis-à-vis de l'introduction que j'ai faite tout à l'heure pour dire qu'on est dans une période de tension, j'aurais tendance à penser que ce que vous décrivez, enfin on est complètement aligné. J'ai pas parlé de ça à la fin, mais c'était l'ouverture que je faisais. Est-ce que vous sentez une dynamique là où la panique vous amène des gens? Peut-être qu'Étienne pourra compléter. Alors, c'est vrai qu'il y a eu 4 formations préalables à l'EFC, donc une par an depuis 4 ans. Dans chacune des formations qui ont été dispensées, il y avait entre 8 et 10 chefs d'entreprise, ce qui fait que globalement, il y avait potentiellement un pool de 40 entreprises qui pouvaient ensuite rejoindre le club. Le club a été fondé ensuite en réponse justement à la volonté des chefs d'entreprise qui s'étaient formés à l'EFC de continuer à discuter ensemble, parce qu'il y a toujours des questions qui apparaissent. Comme on est dans une démarche d'amélioration continue et qu'il n'y a pas une solution clé en main lorsqu'on finit la formation, lorsqu'on a essayer d'aboutir à une des premières pistes qui est venue apparaître grâce à l'EFC. Mais on a envie de continuer. Et donc, ce club est d'abord né de façon informelle pour voir comment on répondait à cette demande des chefs d'entreprise. Et c'est seulement aujourd'hui, donc depuis quelques mois, qu'on essaye de le structurer pour le faire grandir. Donc la suite, je la connais pas encore, mais j'espère qu'effectivement, on va réussir à toucher de plus en plus de chefs d'entreprise. L'offre du club évolue également. C'est vrai que jusqu'à l'année dernière, c'était réservé uniquement aux chefs d'entreprise qui avaient suivi cette formation. Donc, c'était, entre guillemets, un peu fermé. Et là, ça s'ouvre aux chefs d'entreprise qui ont juste envie de découvrir également. On met en place justement une offre au travers d'un outil concret qui est le diagnostic UFC qu'on a élaboré avec Alexandre au cours des derniers mois. Ce diagnostic, en fait, il se fait sur 3 heures de temps. Donc, on vient voir le chef d'entreprise, on lui pose toute une série de questions pour le confronter dans un premier temps à ses impasses. Et ensuite, pour l'aider, au travers des questions qu'on peut poser, à venir tirer 1, 2, 3 pistes. Et on essaye de voir justement, au regard des concepts du référentiel EFC, on peut se dire là, il y a peut-être un potentiel à creuser. Et comment est-ce qu'on peut maintenant vous accompagner pour développer ça? Est-ce que vous en avez envie? En tout cas, on est vraiment en train de développer toute une série d'outils, à commencer par ce diagnostic au travers de la nouvelle offre du club, pour, on espère en tout cas, aider plus de chefs d'entreprise et du coup les emmener avec nous dans la dynamique de croissance du club. Donc c'est en cours. Si je peux rajouter quelque chose, Olivier Oran, Cantinov Plus. Moi, je fais partie de l'agence d'innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Initiative Durable avait un nom au préalable qui était Idée Alsace. Ils ont pris maintenant une dimension, une obligation, une ambition sur l'ensemble du territoire. Et il y a officiellement un peu plus d'1 an qu'on les a intégrés à une cartographie des acteurs de l'innovation. C'est-à-dire qu'Initiative Durable est un levier d'innovation dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Tu parlais des dispositifs, entre autres de l'Eurométropole, qui a sorti un certain nombre de choses. Toutes les collectivités aujourd'hui exigent qu'en termes d'accompagnement, il y ait cette dimension qui soit prise aussi bien de la RSE que de l'EFC. Je crois que la boucle, elle est lancée. C'est parti d'une collaboration intelligente, pertinente et qui embarque en fait beaucoup d'entrepreneurs. Mais finalement, maintenant, je pense que les collectivités publiques se sont pris le sujet pour vraiment l'accélérer de façon importante sur le territoire. Un avant-dernier mot d'Étienne. Ouais, pour continuer sur cette question de comment est-ce qu'on embarque. Historiquement, on a lancé le premier parcours EFC en collaboration Idée Alsace à l'époque, Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Dans le CJD, on trouve des dirigeants d'entreprise dont le leitmotiv, c'est mettre l'économie au service de l'homme. Donc on a des gens qui sont déjà engagés dans une démarche, on va dire, de faire du business autrement. Ça a été un des premiers, on doit dire un des premiers canaux. On peut dire de façon surprenante, les Spinaliens répondent beaucoup mieux maintenant même que les Alsaciens. C'est assez intéressant. On a pas mal de gars du CJD d'Épinal. Et ensuite va se greffer les gens d'Idée Alsace, les adhérents d'Idée Alsace, et les gens avec qui on collabore, avec qui les gens qui sont dans l'EFC, comme mon entreprise, collaborent. Et moi, voilà, dans le fameux collectif, je travaille avec 3 entreprises. Sur les 3, il y en a un qui est dans la formation. Il y en a un deuxième qui va y aller. Et le 3e, on essaye de le bousculer un petit peu pour qu'il y aille, mais il a trop de taf.
Juste pour terminer, parce que là, on a largement dépassé, c'est vraiment là, au niveau de la communauté des offreurs de solutions, il y a vraiment une volonté de s'appuyer sur les complémentarités des offreurs, mais les réseaux aussi de chacun. Et là, dans la nouvelle dynamique de notre communauté, on se rapproche des réseaux d'industriels, des partenaires académiques, de tout cet écosystème. Et Olivier participe avec Grantinov à toutes nos rencontres mensuelles, en fait, pour justement essayer de croiser, de forcer des collaborations qui commencent par déjà mieux se connaître. Et ce qu'on voit bien, c'est comment créer ces opportunités de se connaître. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand on a organisé les 4 tables rondes là aujourd'hui, on a voulu qu'il y ait des offreurs, des industriels, mais aussi des personnes tiers, comme que ce soit Delphine, la CCI, Initiative Durable, des personnes qui viennent apporter un regard extérieur, des consultants. C'est très riche pour nous parce que ça challenge à chaque fois et ça donne envie d'aller chaque fois un peu plus loin, en fait, entre tous les partenaires. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et tous. Et puis, on vous donne rendez-vous sur le site des offreurs. Vous retrouverez les replays qui seront sur le site de CPM aussi, où on fera les liens. Voilà. En tout cas, à très bientôt. Bon salon, bon CPM. Au revoir.